Bonjour à tous. Merci d'être venus à cette présentation au titre un peu putassier. Je vais l'expliquer un petit peu. Tout d'abord, pour me présenter, je suis développeur front-end, actuellement chez Frog. Nous sommes à Montpellier, à Latte plus précisément. Donc, j'y suis depuis 4 ans et je m'intéresse à ce qui est React. Je m'intéresse beaucoup aux Web Components aussi et à un framework qui permet de faire des Web Components, qui s'appelle Lit, qui est fait par Google. Attendez, excusez-moi, je vais changer de masque. J'arrive pas à respirer. Hop. Avant de continuer, je vais d'abord vous parler des Web Components. Donc le sujet a été évoqué tout à l'heure dans la précédente présentation, mais peut-être pas assez en détail. Les Web Components, c'est pas seulement un nouveau framework, c'est une API du navigateur. Et donc, on a juste une API assez simple, qui est quasiment la seule à savoir, c'est customelements.define. On lui donne le nom de la balise qu'on veut créer, et une classe qui permet de dire comment va se comporter mon composant. Donc là, c'est juste un composant qui va créer une balise H1 et y mettre un Hello World. Ça me permet d'utiliser ça, qui va afficher un Hello World autant de fois que je veux l'utiliser, n'importe où je veux l'utiliser. C'est le navigateur qui va faire ce changement. Donc c'est simplissime, et aussi derrière, ça ne va pas utiliser le DOM, ça va utiliser Shadow DOM. C'est pas vraiment comme le Virtual DOM de React, qui in fine va utiliser du DOM. C'est un autre DOM qui est exporté. Donc il ne va pas avoir d'impact qui existe dans votre Web Component, ne va pas impacter ce qui est dehors, et le dehors ne va pas impacter le Web Component. Une autre chose qui est intéressante à savoir, c'est qu'il est autosuffisant. Ça veut dire que vous pouvez utiliser la balise alors que le code n'existe pas. Et votre code arrive et hop, votre composant va se monter et va se créer. Ça marche pour cet exemple, mais si jamais votre Web Component dépend d'autres Web Components, il faut savoir qu'il va fonctionner, il ne va pas faire d'erreur, même si ses enfants n'ont pas encore été chargés. Donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant pour justement faire des micro-front-end. Parce qu'un micro-front-end, ça va être plein d'équipes qui peuvent se tirer dans les pattes si elles partagent le même DOM. Donc avec le Shadow DOM, on évite les collisions. Et le fait que ce soit autosuffisant, ça fait que si on dépend d'une autre équipe d'un de ses composants, ben quelque part, on n'a pas, à moins qu'on veut tester ce composant, on n'a pas forcément besoin de le charger. Et donc, comme j'étais un peu identifié comme le gars dans la boîte qui s'intéresse aux Web Components, ce truc un peu bizarre, on est venu me voir en me disant bah, écoute Yann, on a un client, il a un micro front-end et avec des Web Components, et on aimerait échanger avec toi là-dessus. Donc on fait l'entretien avec le client qui dit moi j'ai besoin de quelqu'un qui va nous défendre devant notre prestataire. Donc, ça fait déjà un peu bizarre. Et après qu'il soit source de propositions sur les performances. Parce qu'ils avaient un problème identifié de performance. Alors le client, c'est une multinationale de l'équipement électrique. Le prestataire, il est biélorusse, il y a des équipes russes, il y a des équipes indiennes. Donc on est vraiment avec une grosse machine. Et le contexte, c'est qu'ils vont, un peu comme tout à l'heure avec Damien, ils partent d'une base Java jQuery et ils veulent faire du micro front-end. Sur la stack technique, c'est du Stencil.js, de l'Angular, il y aura potentiellement du Svelte et
Taylor que j'ai du mal à écrire. Peut-être avec un Y, je sais pas. Donc un framework de Zalando. Donc, alors moi je suis développeur, donc j'ai l'impression que qu'on me demande de faire la police avec le prestataire. Je trouve ça un peu bizarre, mais en même temps j'ai envie de faire des web components. Ça m'intéresse, mais j'en ai pas encore fait professionnellement. Donc j'y vais. Donc j'atterris dans une grosse boîte. Il y a pas mal de jargon à apprendre. Les réunions, c'est vite plus de 8 personnes. C'est en anglais. Il y a la cliente aussi est irlandaise. Donc il y a un certain accent à comprendre. Les Russes, ils parlent pas tous bien. Et j'arrive un peu tard parce que 150 composants ont déjà été implémentés. Ils avaient déjà un design system avant. Donc bien carré, ça c'est pas mal. Le site est international. Donc il change pour chaque pays. Et potentiellement, par exemple pour la Belgique, il va y avoir 3 versions pour chacune des langues. Donc il y a des problématiques pour le server-side rendering et ce genre de choses. Et au 3e jour où je suis arrivé, le prestataire en fait organisait un atelier technique pour les performances. Et en fait, pendant 5 heures, c'était juste, il présentait ses slides et il disait bah, on a ce problème, on va faire ça. On a ce problème, on va faire ça. Et si vous ne savez pas ce que c'est qu'un atelier, le principe c'est plutôt on a un ou des animateurs qui vont faire réfléchir le reste des participants pour venir identifier les problèmes et régler les problèmes ensemble. Donc, à partir de là, je comprends que le prestataire, il magouille un peu et le client, il est pas rassuré, quoi. Il se dit, qu'est-ce qu'il me fait, le prestat? Il fait un peu tout à sa sauce et moi, j'ai pas mon mot à dire. Donc, je me suis dit, ok, c'est pour ça que je viens, quoi. Quelle est la slide suivante? Et donc, à la suite de cet atelier, la décision est prise de faire plusieurs POC, Proof of Concept, où ils vont explorer des pistes pour voir si on peut faire mieux. Alors là, j'ai mis Server-Side Rendering. C'est le Server-Side Rendering du framework Stencil, ce qu'ils n'avaient pas fait initialement. Je vais approfondir là-dessus après. Et un mois a passé pour quasiment aucun résultat. Ils sont partis sur plusieurs sujets. Donc, désactivation du Shadow DOM, parce qu'ils pensaient que ça pouvait impacter, compromettre les performances. Ça a eu quasiment pas d'impact. Il faut savoir, quand on mesure les performances, c'est compliqué. Il y a toujours un bruit d'une mesure à l'autre, les variables changent. Donc, on ne savait pas dire si ça améliorait ou pas les performances. Ils ont essayé de comprimer les images. On ne voyait pas d'amélioration. Donc le server-side rendering, ils ont eu des régressions, donc ils disaient ça aide, mais seulement si la page est simple. Je ne m'étais pas intéressé à ce sujet à ce moment-là, donc j'ai pas creusé quel est vraiment le problème qu'ils ont rencontré. Le service worker, c'est moi qui leur ai dit de ne pas creuser ça, parce que ce qui nous intéressait initialement, c'était le référencement. Il faut savoir que Googlebot désactive les service workers. Et ensuite, ils ont fait un POC où ils voulaient mesurer, en ajoutant petit à petit des web components, quel impact ça avait, et ils y sont arrivés à la conclusion que l'ajout d'un web component, c'était 200 millisecondes de latence, de temps perdu pour une des métriques. Et ils en sont même, après tous ces points, venus à douter du framework Stencil, et ils se sont dit, bah non, React, nous on connaît, c'est mieux, ça va marcher. Ils ont fait ce POC, et à la fin, ils n'étaient même pas sûrs d'y arriver. Ils étaient fébriles. Donc, si on... Attends.
Donc si on essaye de réfléchir, de prendre du recul par rapport à leur position, ils ont fait quelques erreurs. C'est d'abord, ils ont donné trop d'importance à la technologie et pas assez à leur implémentation. Ils se sont pas dit, mais pourquoi ça marche pas actuellement? Est-ce qu'on a fait des choses de mal? Est-ce qu'on a suivi les guidelines? Ça, ils l'ont pas fait. Et aussi, il y a un problème actuellement, mais ça, c'est un peu avec tous les développeurs. On réfléchit trop application et pas assez web, page web, chargement de la page. Et c'est important pour un micro front-end. Donc, à pas identifier clairement leurs problèmes, ils ont sauté sur un bouc émissaire qui était Stencil.js, et c'est pour ça qu'ils ont voulu aller sur React. Et derrière, ils se sont mangés à nouveau une porte. Donc, si on veut creuser un peu, faire ce travail d'introspection, bon, alors il faut chercher certains outils pour voir les performances. C'est du Google, parce que de toute façon, c'est eux qui sont sur le référencement derrière, c'est eux qui nous intéressent et c'est eux qui font les mesures qui potentiellement vont impacter le référencement, parce que le score joue sur le référencement. Donc il y a PageSpeed Insight qui est un peu un lighthouse hébergé. Donc on voit diverses choses. C'est des metrics, et alors je vais revenir sur cette slide. Je vais d'abord aller vous décrire les trois principales qui sont le LCP qui va permettre de qualifier le temps de chargement de la page. Ce qui est fait, c'est que ça charge d'abord la page, ça regarde quel est le plus grand contenu visible sur le viewport actuel. Si c'est une image, c'est une image, si c'est du texte, ce sera le texte, et ça peut aussi être une vidéo. Et donc on regarde le temps qu'il faut pour que cette image, ce texte, soit affiché. L'autre paramètre est un peu plus compliqué, c'est le FID. Et lui, il n'est pas mesuré par Lighthouse. Il a l'air d'être mesuré, je n'ai pas toutes les infos, il a l'air d'être mesuré par l'utilisation. Il doit y avoir des espions un peu sur votre navigateur qui regardent, il a appuyé sur le bouton, combien de temps ça a pris pour qu'il se passe quelque chose. Donc voilà, c'est un peu obscur ça. Mais à la limite, ça ne m'intéressait pas tellement, puisque comme on ne peut pas le mesurer, on ne peut pas rapidement itérer dessus, et on part de loin, quoi. Donc il y a des choses à faire avant. Et ensuite, le troisième critère, c'est le Cumulative Layout Shift. Il parle de stabilité visuelle. C'est est-ce que votre page, en se montant, elle va bouger. Donc, par exemple, vous allez cliquer sur le bouton Acheter, et paf, il y a une pub qui va apparaître pile à l'endroit où il y avait le bouton, et vous allez cliquer sur la pub, vous n'êtes pas content. Ça, c'est le score qui permet de pénaliser les sites qui vous font ça. Donc plus il est élevé, moins il est bon. Le truc sur lequel je vais insister, c'est le LCP, et notamment les 2,5 secondes pour avoir la bonne note. Alors c'est 2,5 secondes en mobile. Ça veut dire une bande passante, je crois qu'ils utilisent le slow 4G, où on est à 1 mégabit seconde et une latence de 150 millisecondes. Nous, si on repart sur la slide d'avant, alors ça c'est ce qui est mesuré sur la page, donc c'est de l'historique, et ça c'est vraiment ce qui est mesuré sur le lien que je viens de fournir. Donc le LCP, il est à 14,7 secondes, contre les 2,5 secondes que je cherche. Donc on va avoir d'autres outils. Le premier, qui est assez simple, c'est juste, vous ouvrez dans votre Chrome votre onglet Network, et vous regardez ce qui se passe. Vous pouvez déjà voir pas mal de choses. Donc là, je vous présente dans le GIF comment passer en configuration mobile. Bon, là, j'ai pris Slow 3G, mais on peut ajouter un custom avec le Slow 4G qui utilise PageSpeed.
Donc comme ça va changer, hein, le profil va changer quand vous allez utiliser changer la bande passante. Les choses, vous allez voir, vont pas vivre de la même manière. Ensuite, vous pouvez vérifier que vous travaillez avec du HTTP2 ou du HTTP3. C'est important pour avoir du multiplexing, c'est-à-dire avoir plus de 6 requêtes qui sont en parallèle. En HTTP1, vous pouvez en faire 6, mais pas plus. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en parallèle, ça passe. Petite précision aussi. Donc là, la partie verte, c'est de la latence, et le vrai download, c'est la partie bleue. On peut aussi trier par size, regarder, voir s'il n'y a pas des mastodontes à venir éradiquer. Et on peut aussi regarder dans le détail du fichier, est-ce qu'il est minifié, voir s'il est comprimé. Alors ça se voit dans les headers de la requête. Et regarder l'ordre de chargement. L'ordre de chargement, c'est important. Je vais y revenir tout à l'heure. L'autre outil, donc voilà, si je regarde ma page, je vois que j'ai plein de petits fichiers et ils n'ont pas l'air d'être en parallèle. Donc là, j'ai un premier indice. Je continue avec ce qui s'appelle un bundle visualizer. Si vous avez un Webpack ou un Rollup, dans ce cas-là, c'est Rollup, je vous conseille vraiment de l'installer pour voir ce qui est en sortie de votre projet. Donc là, déjà, on a quelque chose de très intéressant. Bon, on a des immenses blocs, des monolithes. Ça sent le manque de tree checking et des librairies ou des gros fichiers qui ont des petites surprises à l'intérieur. Ça, c'est une taille intéressante, on va dire. Mais les trop petits, c'est aussi un problème. Parce que, souvenez-vous, en mobile, on souffre de la latence. Donc chacun de ces fichiers va venir avec une latence. Et ensuite, ça c'est le bundle visualizer, il peut vous faire ça aussi. Il faut juste faire une pause café un peu longue et vous l'aurez peut-être. Donc ça c'est mes 150 web components et leurs utilitaires et d'autres choses qui sont représentés, donc c'est chaque module, avec les relations qu'ils ont entre eux. Donc quand on voit ça, on ne se dit pas on va faire un refacto, on va tout réécrire. Surtout pas, ça va être trop compliqué. Par contre, on comprend que je tire un module, en fait, je vais en tirer 5 derrière, quoi. Donc, je vais d'abord faire une petite digression sur ça. C'est sur le projet, ils avaient fait cette chose. Ils avaient cette fonction qu'ils utilisaient dans un tiers des composants, qui est juste pour voir est-ce que je suis dans mon environnement navigateur ou dans mon environnement serveur. Et à côté de ça, ils avaient, dans ce module utilitaire, un appel à GraphQL. GraphQL, la taille, elle est immense. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je ne suis pas un expert. Et ce petit test, donc, quand on veut le consommer, on veut juste ça, et ben on se retrouve à tirer tout le module. Et donc, des fois, pour pas grand-chose, pour juste un petit composant tout bête, on se retrouvait à avoir un gros module derrière. Donc voilà, c'est peut-être le genre de truc à utiliser. Et donc, pensez à utiliser des services un peu spécifiques. Donc là, par exemple, un service network pour GraphQL. Et ça, vu comment c'est simple, vaut mieux se le taper à chaque fois, tout simplement. Donc, je récapitule avec mes 3 indices que j'ai eus. J'ai des gros modules, certes, mais j'ai surtout plein de petits modules et une cascade de JavaScript, d'appels qui s'attendent les uns des autres. En fait, ça vient du framework Stencil. Stencil qui est à la base qui a été fait par Ionic pour leur librairie de composants. Et ce qu'ils voulaient, c'est que la page soit légère parce que
ils ont créé plein de composants, et on n'a pas forcément envie de tirer le date picker sur un formulaire ou juste sur une page disant bienvenue sur le site. Donc il y a du lazy loading de base. Et c'est un problème pour ce projet parce que c'est pas des petits composants de design system. On est avec environ 40 web components pour la page principale qui nous intéresse. Donc ça fait 40 composants qui se dépendent les uns des autres. Donc on a A qui va appeler B, qui va appeler C, qui va appeler D. Et à la fin, c'est X qui va peindre l'image qui sert au LCP. Donc on a perdu énormément de temps pour le LCP. Donc là-dessus, moi je vois deux solutions. Soit la première sur laquelle j'ai sauté, c'est on revoit le bundling pour qu'il y ait deux modules, deux bundles JS. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui va servir à dessiner le LCP. On fait en sorte d'avoir un seul monolithe avec tous les composants qui permettent d'afficher ce LCP, et on les load le reste. Ça marche, mais c'est compliqué, il faut faire deux repos, il y a de la duplication de code à fond, et c'est pas très viable dans le temps. Mais au moins ça rassure le client, j'ai pu lui montrer, regardez, avec le travail de votre prestataire, on peut obtenir des vitals qui sont au vert. Ça, j'ai pu le faire. Et en fait, la solution... J'avais fait ce POC, et j'avais pas osé toucher au server-side rendering de Stencil à ce moment-là. Et juste, j'avais un peu de temps, je savais pas quoi faire, je me suis dit, allez, je vais essayer mon POC, je vais utiliser le SSR. Mais en fait, c'est super facile à utiliser. Et du coup, ça m'a amené à une question, c'est pourquoi le prestataire, quand il a voulu en faire, il n'a pas réussi à avoir des bons résultats. Alors pour ça, il faut aller un peu plus sur leur architecture. Je crois qu'il y a du Hypernova, ou ils sont inspirés d'Hypernova. Et moi, j'ai retenu qu'ils utilisaient Tyler, avec au centre du fonctionnement de Tyler le fragment. Le fragment, donc, c'est une portion de la page que les gens peuvent venir éditer selon leurs besoins. Et quand on va vouloir avoir une page, en fait, on va le demander au layout service qui va aller piocher différents fragments pour dire ça c'est ma page, et qui de temps en temps va demander à un autre service qui s'appelle le HTML renderer qui fait tourner un headless Chrome pour y faire tourner le JavaScript et récupérer le DOM en sortie. L'inconvénient de ça, c'est que ça fait beaucoup d'headless Chrome à faire tourner, c'est très gourmand en performance, et en performance en quantité de serveurs, et ça prend du temps. Et donc je vous avais parlé, je vous avais dit que le framework Stencil.js prévoit, lui, du server-side rendering. Il est performant, et quand le prestataire a voulu le faire tourner, ils l'ont fait tourner dans le HTML renderer. Donc, on s'est retrouvé ici à agglomérer plusieurs pré-rendering de Stencil. Le problème, c'est que Stencil, son fonctionnement après pour venir s'hydrater, c'est-à-dire remettre la logique, le JavaScript derrière les balises, il va utiliser des identifiants pour dire à cette balise, tu dois y mettre ce code JavaScript. Et les identifiants, ils sont réinitialisés pour chaque fragment. Donc il y a eu des collisions à cause de ça. Donc suite à ça, il a fallu un peu taper sur la table pour dire le server-side rendering, vous me le mettez à la racine, au layout service, et on n'en parle plus. En plus, ça ne posait pas plus de problèmes parce que il est assez performant, que c'est juste de la manipulation de string. Donc, à la suite de ça,
ben, on a gagné à peu près 5-6 secondes. On se retrouve à... Là, si je regarde, on se retrouve à 8 secondes, on va dire. Donc ça, c'est l'outil de performance de Chrome. Très intéressant. Franchement, c'est l'outil numéro 1 pour chercher les problèmes de performance. Donc ici, on a les Web Vitals. Pour les activer, il suffit de s'assurer que la coche là est activée. Donc on y voit ce qui s'appelle le First Paint, le First Content Paint, où c'est du texte ou une image qui est peinte. Le Largest Content Paint qui nous intéresse. Et là aussi, vous avez tous les Layout Shift qui vont donner le Cumulative Layout Shift, le score à la fin. Donc là, on voit qu'on a quelques petits problèmes à régler. Et sinon, c'est très important d'avoir un peu l'historique de ce qui s'est passé quand ma page s'est créée. Donc là, j'ai identifié mon image principale. Et je me dis, mais mince, j'aimerais que son chargement il commence plus tôt. Comme ça, mécaniquement, ben, mon LCP il sera plus petit. Et donc là, on regarde, ben, qu'est-ce que j'ai au-dessus. Bon, j'ai la page HTML, ça j'en ai besoin. J'ai toute cette partie header avec des fontes que je ne peux pas trop toucher. En plus, c'est une autre équipe qui gère ça. Ils avaient un peu plus de mal à être réactifs. Et par contre, à partir d'ici, ça c'était mon équipe avec le prestataire. Et il se trouve que c'est une pop-up. Donc la pop-up, elle n'est pas visible d'entrée. Je leur ai demandé, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez l'enlever ou la mettre après dans l'ordre du DOM. Parce que là, il y a une hiérarchie dans le DOM, et souvent ça marche à l'ordre. C'est le premier arrivé sera le premier peint. Avec une petite variable pour les fontes, ils ont une priorité plus importante, les styles aussi. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à changer l'ordre de votre DOM en faisant quand même attention à l'accessibilité. Il faut que votre utilisateur malvoyant ou qui utilise une navigation, il puisse en sortir et avoir le contenu dans le bon ordre. Donc voilà pour cette page. Et donc une fois qu'ils m'ont bougé la pop-up, on s'est retrouvé avec un LCP à 5 secondes. Donc là, quand on part de 15 secondes, on est déjà un peu content. Là, c'est du tout frais. On est même à peu près 3 secondes. Parce qu'on a joué sur la compression des images. Donc cette partie verte, là, on voit bien que c'est un bloquant. Donc si on réduit, on gagne... bon, il y aura une certaine limite. Ça, je vais y revenir, si j'ai le temps. Que quoi d'autre? Ben, avant, c'était vraiment catastrophique. On voyait même pas sur mon écran le début de la requête et le chargement de l'image du LCP. Donc là-dessus, il y a eu un gros progrès. Donc j'attaque un peu mes slides bonus, où ben, là, on a fait un peu on a traité le gros du problème. Maintenant, on va voir comment on peut grappiller et comment on a déjà grappillé des microsecondes. D'abord, on fait attention aux dépendances. Il y avait... Ouais, alors un petit chiffre. Il y a un site qui s'appelle donc... Non. Les archives du web qui tracent toutes les données qui concernent le web depuis un petit moment. Et donc, sur à peu près tous les 2-3 ans, on a la taille de la page moyenne d'une page web. Et ça a pris 800% en 10 ans. Là, la moyenne actuelle, c'est du 7 mégas la page. C'est pas mal. Donc, dans les dépendances qu'on avait, donc c'est toutes celles-là. Et pour chacune de ces dépendances, bon, il y en a d'autres, hein, pardon.
Et pour toutes ces dépendances, j'ai proposé une alternative. Déjà, Swiper, c'est une librairie pour avoir un carrousel. Le truc, il est de luxe. Il y a plein d'options possibles, mais il n'y a pas de tree shaking et ça pèse un âne mort. Donc, si vous voyez ça, appelez Greta Thunberg pour lui dire qu'on a une immense trace carbone pour pas grand-chose derrière. Et un carrousel à faire soi-même, c'est un bon exercice et c'est pas si compliqué. Hammer.js, qui est une librairie pour faire du touch, du multi-touch ou de l'appui long. En fait, ici, le prestataire est utilisé pour deux cas d'utilisation. Justement, l'appui long et le swipe gauche-droite. On peut tout simplement utiliser un événement du navigateur qui s'appelle Pointer Event. On se creuse la tête une demi-journée et on arrive à reproduire ces deux choses avec juste du Vanilla.js. Ça prend beaucoup moins de lignes de code. C'est juste un peu chiant parce qu'il faut le maintenir soi-même, mais si ça marche bien initialement, et ça pose pas de problème. Mon client, il avait décidé de plus supporter Internet Explorer, qui finit l'année prochaine. Donc les polyfills associés, il fallait penser à les mettre à jour et à les supprimer. Il y a tout plein d'utilitaires pour faciliter la vie des développeurs, qui franchement prennent du poids pour rien. Il y a des nouvelles, des fois c'était pour URL ou autre. Si on fait juste les nouvelles syntaxes avec ECMAScript, on arrive à faire des choses très simples avec du templating pour écrire son URL à la volée ou pour récupérer les paramètres, les queries. C'est quand même assez simple. Clipboard, alors ça j'ai pas creusé, mais normalement il y a des API navigateurs pour faire la même chose, faire le copier-coller. Donc à creuser. Ça, ce qui est pas mal, c'est une librairie. Bon, elle est petite, hein, 1,8 kilooctets, mais deux choses. Il y a une API du navigateur qui existe, qui est bien supportée, qui fait la même chose. Et ça peut aussi être remplacé, pour leur cas d'utilisation, qui était je veux cacher en fait mes fontes, la fonte d'icône, le temps du chargement. Et en fait, ça se fait avec juste cette ligne de CSS. Donc voilà, faut se creuser la tête un peu et pas sauter sur les solutions toutes faites sur GitHub et chercher à gagner vraiment des kilooctets qui feront des millisecondes à la fin et vous serez content d'avoir gagné ces millisecondes. Ouais, le dernier Smooth Scroll Polyfill, il va être intéressant. Au début, je pensais que c'était que Internet Explorer qui ne faisait pas de Smooth Scroll, donc j'ai voulu le sauter. Pour me rendre compte au final que Safari ne le supportait pas non plus, ce qui est très intéressant pour faire de la feature détection et du lazy loading. Alors comment on fait ça? Il existe une API navigateur qui s'appelle css.support. On y met le nom de la propriété, la valeur qu'on attend, et ça va retourner true ou false, selon si c'est supporté ou pas. Si c'est pas supporté, on se dit je vais faire mon lazy loading. Ça pénalise les utilisateurs de Safari, mais au moins tous les autres profitent de l'application du site à plein tube, et notamment Googlebot, donc c'est tout bénef pour nous. Alors, j'en ai déjà parlé, la compression c'est important. La plupart du temps on a une compression en gzip qui permet de gagner sur le texte, donc 50 à 70%. Il faut savoir qu'il y a d'autres technologies qui sont à côté. Bon, je cite Brotli, mais je crois qu'il y en a d'autres qui arrivent à faire de l'ordre de 14 à 15% mieux que gzip. 14 à 15%, ça paraît faible, mais bon, quand on est à 5 secondes et qu'on veut arriver aux 2,5 secondes, ça me paraît presque un point obligatoire. Parce que pour moi, à un certain moment, il n'y aura plus trop le choix, il faudra supprimer des features
pour arriver à quelque chose de plus léger, qui rentre dans le cadre. Donc là, sur mes 5 secondes, Brotli, ça permettrait de gagner 1 seconde environ, parce que ça va impacter le CSS, le HTML, tout ce qui est chargé en amont de mon image. C'est intéressant. J'en ai parlé pour l'image. Donc là, il y a le format WebP qui est très intéressant. Je sais pas, c'est 20% de quoi, désolé. Mais le client, il a fait même mieux. Il utilise un service que je vais nommer, qui s'appelle Akamai Image Manager. Et par une magie que je ne sais pas, ils doivent regarder le User Agent. Ils identifient que l'utilisateur est par exemple un mobile, avec un certain viewport, et ils vont eux-mêmes redimensionner l'image et lui donner le taux de compression qu'il supporte. Alors même que vous avez demandé un JPEG au début. Donc le serveur, il sait dire intelligemment, tu m'as demandé une grosse image, mais moi je vais te donner la petite, parce que c'est ça que tu veux. De toute façon, tu n'as pas un grand écran. Et donc là-dessus, on a gagné quasiment 1 seconde aussi. Alors les polyfills, ça c'est un des premiers trucs que j'ai remarqué, c'est que donc il y avait plusieurs équipes et chacune des équipes crée ses web components et chacune de ces équipes s'est dit j'ai besoin de polyfills pour fonctionner. Le problème c'est qu'ils importaient chacun de leur côté les mêmes polyfills. Alors qu'un polyfill, qu'est-ce que c'est? C'est on rajoute de la logique pour mettre à jour le navigateur si jamais il lui manque s'il y a des trous dans la raquette dans ses fonctionnalités. Donc je leur ai dit, vous enlevez tous vos polyfills et ça on le fera au niveau de la page. Donc, comme ça ils ont pu déjà réduire un peu leur taille, sachant que quand on ne supporte pas Internet Explorer, il y en a déjà beaucoup moins des polyfills. Donc voilà. Ouais. On se donne encore 5. Ouais, j'ai bientôt fini, je crois. Hop. Ouais, ça c'était une petite pépite aussi. Donc, là, on voit déjà le document qui a été édité, la feuille de style, qui a été écrite avec du SAS. On a la répétition de document listing container plein de fois dans la page. Quitte à le répéter, on pourrait se dire si vous pouvez utiliser un nom de classe qui est beaucoup plus petit. Déjà, en tant que développeur, on n'a pas envie de lire un roman, on veut aller directement au point. Donc, même s'il y a la compression qui joue derrière, utilisez des noms de classe un peu plus courts, s'il vous plaît. Et l'autre chose, c'est que donc ça, c'est un web component de l'équipe B qui était consommé par l'équipe A. Et l'équipe B, elle avait dit, pour consommer mon web component, vous chargez le JavaScript du web component et le CSS. Mais le truc, comme je vous ai dit, que le web component, il ne peut pas être impacté par le CSS de la page. En fait, ça ne marche pas. Ça veut dire que le web component, il intégrait déjà les styles. Donc, tout le fichier CSS n'était qu'un immense doublon de ce qu'il y avait déjà dans le JavaScript. Donc, déjà, en supprimant ça, on a gagné beaucoup. On a réduit à quasiment d'1 tiers la taille du web component. Et ensuite, la même équipe m'a fait une petite surprise aussi. Mais ça, c'est avec l'outil de coverage de Chrome que je l'ai vu. Donc ça aussi, très intéressant à regarder. Donc là, vous avez à peu près la taille du fichier. Et ça, c'est la partie utilisée. Et ça, la partie non utilisée. Le but, c'est pas d'avoir tout en bleu. Parce que forcément, vous n'avez pas encore interagi avec la page. Donc il y a du code qui ne va pas s'exécuter. Il y a du code aussi qui est pour quelques edge cases, par exemple pour certains navigateurs. Donc il ne faut pas forcément tout creuser. Par contre, quand on voit un cas d'utilisation où il n'y a que 1% du fichier qui est utilisé, ça commence à être intéressant et c'est là qu'on voit que
une équipe s'est dit, dans mon composant, déjà qu'il y a un composant Web Component Angular, donc déjà bien mastoc, ils se sont dit, ben, je connais Bootstrap, je vais ajouter Bootstrap à mon projet. Et le problème, c'est que quand on charge Bootstrap, on charge tout, si on ne fait pas attention. Donc il y avait le JavaScript, il y avait tout le CSS de composants qu'ils n'utilisaient pas, parce qu'il y avait déjà un design system. Et en fait, la seule chose qu'ils utilisent, c'est les grids. La grille de 12 colonnes de Bootstrap. Donc voilà, ça permet de voir des axes d'amélioration. Les fontes aussi, il y a des choses intéressantes à dire. Regardez les variable font, c'est une nouvelle façon de faire les fontes qui embarquent la logique pour créer les différentes graisses. Bold, light. Donc c'est un moyen de faire les choses de manière légère parce qu'un fichier de fonte, c'est assez lourd. Comme c'est assez lourd, pensez aussi à utiliser les locales, c'est-à-dire vérifier que l'utilisateur n'a pas déjà la police. Donc ça s'utilise comme ça. Quand on définit son font face, on dit bah, regarde s'il n'y a pas déjà cette fonte qui existe en local. Sinon, tu vas me prendre celle qui est en WAF2. Et sinon, le WAF, c'est le fallback. Alors là, encore, attention à l'ordre. Ils avaient fait l'erreur. Ils avaient mis WAF avant WAF2. Et en fait, ça prend le premier qui vient, qui passe. Et il y a une grosse différence, donc ça faisait 80 kilooctets, je crois, de gain. Et pensez au fond de display. Si vous avez un fond de display à bloc, le contenu ne va pas s'afficher tant que la fonte n'est pas chargée. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais pour le LCP et le FCP, c'est important d'afficher le texte le plus vite possible. Ensuite, le cache reuse. Ça aussi, c'est un truc, c'est chacune des équipes, elles utilisent le design system et elles le chargeaient localement. Donc, elles le pointaient vers leur source. Donc, le truc, c'est que quand on passe d'une page à l'autre, on ne réutilisait pas les mêmes fichiers alors que c'était le même composant derrière, mais on ne réutilisait pas les mêmes fichiers. Donc, il fallait de nouveau charger. Donc, il faut penser à les utiliser les mêmes. Et si on peut passer par un CDN, c'est mieux pour ça. Ça permet de le versionner et de pouvoir le communiquer facilement. Ça, à la limite, je peux passer. Moi, sinon, c'est tout. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Le pré-rendering de Stencil le fait. Ouais. D'autres questions? Oui? Non, pas encore. Ça a pris du temps, ça a commencé en août. Et donc on en est là, ça prend vraiment du temps parce qu'il y a beaucoup d'équipes, les communications, c'est la lenteur habituelle. Oui? Pardon? Transfer script. Pour transmettre l'état? Alors ça, en fait, la partie état, elle est gérée côté back-end, quasiment exclusivement. Les pages ne font pas d'appel réseau pour récupérer de la data, ou très peu. Oui. La stratégie du POC de bundling, du coup, ne pourrait pas être suffisante pour optimiser correctement? Elle l'aurait pu, mais ça aurait été un sacré casse-tête. Et avec en fait, parce que Stencil, c'est pas mal, mais il ne donne pas l'accès à la configuration rollup derrière. Donc déjà, j'ai dû truander la première fois en
faisant un roll-up par-dessus le roll-up. Donc je prenais les fichiers de sortie de stencil et je refaisais aller dans une moulinette pour avoir mes fichiers dans un seul fichier. Que tu aies pu avoir la main sur la roll-up qui était derrière, ce serait quelle stratégie du coup pour identifier le bon bundling pour les LCP? Ouais. Et ben, déjà, il faut identifier les composants qui sont toujours de pair avec d'autres. Par exemple, tu prends une galerie d'images qui va avoir des composants images associés. Et donc, tu sais quand quelqu'un va les charger, il va charger les deux en même temps. Donc, déjà, il faut dire je veux que mes deux composants soient en même temps. Donc, ça, c'est le plus facile. Là où ça devient plus compliqué, c'est que ça ne va pas suffire en fait. Donc il faut vraiment réfléchir par page et se dire cette page elle a besoin de ce composant, ce composant, ce composant pour afficher mon image de mon LCP. Donc je veux tous ces composants dans le même train. Donc c'est vraiment du sur-mesure là, c'est pas tenable. Pas de questions? Ouais, je parlais de truandage, mais quand on veut traiter avec les core vitals de Google, au final, c'est ce qu'on fait. Il ne faut pas forcément que le site soit tout léger. Il faut vraiment réfléchir, ça c'est mon image, je reprends mon profil avec mes différentes requêtes et je vais voir comment le truander en mettant mon image le plus tôt possible. Là, j'ai passé une slide sur le preloading. C'est une manière de dire en tête du fichier, je veux télécharger en avance de phase ce fichier. Et on aurait pu le faire. Attends, hop. On aurait pu le faire et se dire, là, c'est les fichiers du header. Et on aurait pu en rajouter une ligne en disant, preload-moi cette image. Et je gagne ça. Ouais, je gagne ça. Donc je serai en dessous des 2,5 secondes. Mais le problème, ça veut dire que il faut réussir à trouver la logique pour dire, ça c'est une page produit. Pour chaque début de page, qui est quelque chose de commun, il faudra mettre quelque chose de spécifique, qui est le nom de l'image, son chemin. Et c'est compliqué. Mais ce serait la meilleure façon de le truander pour avoir un bon LCP. Dans Stencil.js, il n'y a pas un element dans React ou dans Vue qui permet de manipuler les méthodes, en fait, les valides méthodes? Non, il n'y a pas. Mais même s'il y en avait un, parce que du coup ça voudrait dire que c'est du code JavaScript qui va s'exécuter pour aller modifier à la volée le header. Et donc il faudrait attendre que le fichier, le script soit chargé et qu'il s'exécute. Avec le server-side, tu déclarer en préload. Ouais. Une fois qu'elle s'exécute, l'entête est déjà rédigée. Elle se charge. Ouais. C'est faisable, mais... Ouais. Là en plus, j'arrivais pas forcément au début à identifier quelles étaient les équipes qui s'occupaient du server-side rendering. C'est compliqué, surtout tout en anglais, le russe approximatif. Ouais. Donc voilà.